Bonsoir à tous et bienvenue sur 100% soirée spéciale législative dans la première circonscription du Tarn en partenariat avec le Tarn Libre. Les deux candidats au second tour sont avec nous. Frédéric Cabrolier, député sortant Rassemblement National, bonsoir. Bonjour, bonsoir. En face, Philippe Bonnecarrère, sénateur et candidat divers droite soutenu par la majorité, bonsoir. Bonsoir aux éditeurs de Radio 100%. Au niveau des règles, messieurs, votre temps de parole sera décompté sur le principe de l'égalité. Vous aurez 20 minutes chacun au total, puis 2 minutes d'expression libre en fin d'échange. Un rappel avant de commencer ces débats, des résultats du premier tour. Frédéric Cabrolier, vous êtes arrivé en tête avec 39,53% des voix. Philippe Bonnecarrère, vous êtes arrivé second avec 29,52% des suffrages. Une circonscription qui aurait dû se jouer sur une triangulaire, mais la candidate du nouveau Front Populaire, Margot Lapère, s'est désistée à l'issue du premier tour. Ce soir, messieurs, vous débattrez autour de 4 thèmes et pour m'accompagner, Alexandre Renaud, journaliste au Tarn Libre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Axel, bonsoir à tous. Alors messieurs, donc ce soir vous allez débattre autour de vos propositions pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, ainsi que des questions de sécurité. Vos regards vont également se croiser autour de la question des déserts médicaux dans votre circonscription et sur celle des services publics. Alors, en antenne, nous avons procédé à un tirage au sort. C'est donc vous, Frédéric Cabrolier, qui avez la parole en premier. Alors, la première thématique que nous avons choisi de vous soumettre, c'est celle du pouvoir d'achat, qui est souvent citée comme première préoccupation des Français, après un contexte inflationniste qu'on a connu ces derniers mois. Monsieur Cabrolier, pour vous... quelles sont les actions à mettre en œuvre pour redonner de l'oxygène au budget des ménages ? Écoutez, le pouvoir d'achat, c'est d'une part les dépenses contraintes d'un côté et d'autre part le niveau des salaires. Donc les dépenses contraintes, M. Bardella l'a annoncé, on va rapidement baisser la TVA sur les énergies, on va la baisser de 20 points à 5,5%. Ça a été fait en Espagne et en Tchéquie. La Tchéquie a carrément même... C'est un pays qui a supprimé carrément la TVA sur les énergies. Donc les énergies, je rappelle, c'est le gaz, l'électricité, l'essence. Le gaz, l'électricité, l'essence, il m'en manque un, mais je ne sais plus. Bon. Ça, c'est rapidement, on va pouvoir le faire sur l'été. Après, on va baisser dans un deuxième temps, mais à l'automne, avant la fin de l'année, on va baisser la TVA sur les produits de première nécessité, comme on dit. Donc c'est à peu près une cinquantaine de produits. Là aussi, l'Espagne, il y a des pays européens qui l'ont fait, comme l'Espagne et le Portugal. Ça a tellement bien marché chez eux qu'ils l'ont prorogé, ils l'ont fait en 2023, ils l'ont prorogé de 6 mois. Et je parlais des salaires. Donc en parallèle, il faut augmenter les salaires, mais nous, contrairement à la NUPES 2, qui s'est présentée dans cette élection en disant qu'ils allaient augmenter le SMIC à 1 600 € et imposer cela aux entreprises, nous, on dit aux entreprises, c'est gagnant-gagnant. On vous propose, c'est pas une obligation, d'augmenter les salaires de 10%, et en contrepartie, il y aura un gel des cotisations patronales afférentes à ces 10%. Voilà, c'est les premières mesures qui ont été annoncées, et vous le savez, à l'occasion des européennes, on l'a dit, on va réformer également le tarif européen de l'électricité. Donc on va se tourner vers Bruxelles. L'Espagne et le Portugal en sont sortis. Aujourd'hui, l'électricité est arrimée sur le gaz. On souhaite que l'électricité, en tout cas le coût de l'électricité, le tarif que l'on propose aux Français, à la fois aux citoyens et aux entreprises, correspondent à notre véritable coût de production. Et nous, grâce au parc nucléaire, nous avons une électricité qui, normalement, devrait être payée par nos concitoyens à 60 à 80 € du mégawattheure. Et on est monté l'année dernière, et même les années précédentes, jusqu'à 300 € le mégawattheure. Et je terminerai par une autre mesure, c'est également les impôts locaux. Et là, Monsieur Bonnecarrère, vous n'avez pas été un modèle en la matière, puisque vous avez été maire d'Albi, je crois 3 mandats. Et si je regarde vos 9 dernières années, vous avez augmenté les taxes sur la taxe d'habitation et la taxe foncière de 10% les 9 dernières années. Et je compare par rapport aux 9 années qu'a fait votre successeur, Madame Stéphanie Guiraud-Chaumeil, qui, elle, a augmenté ses taux de 4%. Donc vous avez augmenté 2 fois plus que Madame Guiraud-Chaumeil, et pourtant vous avez quitté de manière assez théâtrale au bout de 3 ans dans le mandat qui a suivi votre fin de mandat, la majorité en disant au prétexte qu'elle augmentait les taux. Vous n'avez pas été un exemple, Monsieur Bonnecarrère, dans la gestion des impôts locaux. Une réponse peut-être, Monsieur Bonnecarrère, et vos propositions sur le pouvoir d'achat ? Alors, je voudrais éviter de rejouer le débat entre M. Bardella, M. Attal, ou M. Faure ou M.
Bompard, dont je n'ai pas eu de très bons retours de la part de nos concitoyens. Sur la question du pouvoir d'achat, je ne crois pas à l'action magique, je ne crois pas aux promesses, et nos concitoyens ne croient pas à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que demain on raserait gratis. Pour moi, le pouvoir d'achat, il vient de l'économie. C'est la croissance de notre pays, la croissance de notre département qui peut donner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Et très clairement, le développement de l'entreprise SIAT, Aubèze et à Brassac, avec un enjeu à quelques centaines d'emplois, pour votre serviteur, pour un député partenaire d'un territoire, c'est le meilleur moyen de créer de la vie économique. Quand il y a quelques semaines, M. Cabrolier était présent, à Valence d'Albigeois, nous avons lancé une restructuration de l'EHPAD, centre de rééducation, avec plus de 20 millions d'euros d'investissement. C'était un sujet stratégique en matière d'emploi. J'ai porté ce projet avec le président de VIV, Nicolas Yopard, avec le directeur, M. Berrioud. Nous avons, à travers cette opération, pérennisé l'emploi. On va même le développer et amener du pouvoir d'achat. Lorsque, ici, à Mazamet ou au Sillon, on a des projets industriels, dont un que connaît bien le maire de Mazamet qui est important, c'est de la vie. Lorsque, il y a encore quelques jours, j'étais à Alban, auprès de la Coupiagaise, où il y a 23 emplois et le dirigeant d'entreprise est malheureusement décédé dans un accident et que l'on examinait comment, avec le maire d'Alban, nous pouvions restructurer le plan dit de PGE avec la Banque de France. Ce sont là des réalités économiques importantes. Donc mon combat, c'est un combat pour le développement de ce territoire et c'est à mon avis la meilleure garantie du pouvoir d'achat. Quant à mon parcours de maire d'Albi ou de président de l'agglomération que j'ai pu créer, il est connu de tous. Les réalisations sont devant chacun et chacune et vous pourrez dire 10 fois cela, Monsieur Cabrolier. Vous vous heurterez toujours à la même réalité, c'est qu'effectivement, j'ai géré avec succès. Les réalisations de mon travail sont présentes aux yeux de tous nos concitoyens. Et il n'y a pas, Monsieur Cabrolier, une commune dans cette circonscription sur laquelle je n'ai travaillé, sur laquelle je n'ai apporté un soutien à nos concitoyens. Je peux répondre ? Allez-y. Sur ce que vous dites, la dernière assertion que vous venez de dire, il est normal, Monsieur Bonnecarrère, que vous ayez aidé les communes, vous étiez sénateur. Vous êtes toujours d'ailleurs sénateur. Je vous ai reproché d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, de laisser votre mandat de sénateur, de vous mettre au niveau des autres candidats, parce que là c'est trop facile, si vous perdez, vous retournez dans le confort du Sénat. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Folliot qui a dit que c'était très confortable. Donc il est normal, vous êtes élu par les élus, il est normal que vous ayez, et je le reconnais tout à fait, là-dessus, il est normal que vous ayez aidé les maires à des réalisations. Vous parlez d'économie. Le bilan, parce que vous êtes soutenu quand même, il faut le rappeler, par la Macronie, toute la Macronie. Ensemble, on retrouve le parti de M. Macron, le parti de M. Édouard Philippe, le parti de M. Bayrou, et vous vous présentez comme le candidat centriste. Donc vous êtes un macroniste, et vous l'avez d'ailleurs soutenu en 2017 au premier tour, au détriment d'ailleurs de M. Fillon. Vous l'aviez expliqué dans la dépêche du midi. Ça, vous ne pourrez pas le nier. En ce qui concerne l'économie, je suis désolé, les chiffres sont très mauvais. Les chiffres sont mauvais. D'ailleurs, on a un déficit même commercial qui n'a jamais été aussi important. Et on a un déficit public de 150 milliards, excusez du peu. On nous reproche que nos mesures coûtent 15 milliards d'euros pour la baisse de TVA sur les énergies, alors que ces gens-là ont fait, et vous en êtes responsable, c'est vous qui l'avez soutenu, y compris au second tour en 2022, Monsieur Macron. Vous êtes responsable de 150 milliards de dettes, et vous vous êtes trompé, enfin le gouvernement s'est trompé, à 15 milliards d'euros près. À telle enseigne qu'un rapport du Sénat, vos collègues du Sénat, ont pointé du doigt qu'il y avait certainement eu de la rétention d'informations. Et moi qui suis en commission des finances, je peux vous dire effectivement, nous n'avions pas toutes les informations. C'est pour ça que nous demandons également un audit sur les finances publiques. Si on peut rester peut-être sur le pouvoir d'achat, miser sur l'économie locale, c'est pas la solution selon vous ? Je ne dis pas que l'usine de Siat
à Brassac n'est pas... Il y a 100 emplois en jeu, il faut produire au plus près, il faut arrêter d'envoyer le bois en Chine pour qu'il revienne chez nous. Je ne dis pas que ça, c'est pas bien. Bien sûr, c'est très bien. Et M. Bonnecarrère a très bien accompagné ce dossier. Je ne dis pas. Mais un député, ça vote des lois nationales. Et on a un bilan où on ne l'a pas. Nous n'avons pas été aux responsabilités. Vous avez voté pour un gouvernement et une majorité qui a un bilan qui, en matière d'économie, est mauvais. Je suis désolé de vous le dire, M. Bonnecarrère. Merci, Philippe Bonnecarrère. Écoutez, ravi de vous entendre, puisque vous me permettez de redire à l'ensemble de nos éditeurs que je suis le candidat d'un rassemblement extrêmement large. Je ne suis pas le candidat d'une étiquette. D'abord, les gens connaissent mon indépendance et la force de ce rassemblement, Monsieur Cabrolier, est un élément majeur. Excusez-moi, l'étiquette Renaissance à la préfecture quand vous êtes présenté. Vous êtes rattaché à l'étiquette Renaissance. Non, je suis diversante. Monsieur Cabrolier, vous vérifierez. Je suis diversante. Mais vous me permettez, vous vérifiez bien sûr. Vous me permettez de souligner la force de ma candidature comme une... Non, il n'y a pas de souci que vous m'interrompiez. La force de ma candidature qui est celle d'un rassemblement. Deuxièmement, vous avez raison de pointer du doigt le déficit de notre pays et le niveau d'endettement. Si vous me lisez de temps en temps, vous vous apercevrez quand même que ça fait des années que je m'inquiète de cette situation. Je suis un orthodoxe budgétaire. Mais là où je ne suis pas du tout, c'est à partir du moment où on a le même constat d'un endettement excessif et d'un déficit, c'est de rajouter des dépenses supplémentaires. Ce que vous nous avez indiqué tout à l'heure. Je pense que là, il y a une erreur stratégique. On va faire des économies, monsieur. Et troisièmement, alors je ne les ai pas encore vues. Par contre, je vous ai entendu parler des dépenses. Et troisièmement, vous soulignez la pertinence d'un sénateur partenaire. À travers cela, vous expliquez fort bien ce que je souhaite faire, c'est-à-dire d'être un député partenaire, parce que ce n'est pas le fait que je sois sénateur qui me permet de m'occuper de la Coude-Piacaise, des granitiers de la Crouzette ou de Siat, c'est la volonté de partir du terroir. Mon aspiration est d'être un parlementaire tarnais, et par contre sur les débats nationaux, autorisez-moi à y être présent, j'ai porté de nombreux rapports, je pense avoir une écoute au niveau national, et je crois pouvoir à la fois être un représentant du territoire dont tout part, et un parlementaire responsable dont la voix est entendue à Paris. Juste une réponse, si je peux me permettre. Monsieur Cabrolier, juste, on va partir en publicité, je suis vraiment désolé, on est très contraint par le temps, on vous reprend juste après une page de publicité, et on revient en quelques minutes sur 100%. De retour sur 100%, soirée spéciale débat des législatives dans la première circonscription en partenariat avec le Tarn Libre. Frédéric Cabrolier, Philippe Bonnecarrère, vous êtes toujours avec nous. Nous parlions du thème du pouvoir d'achat. Vous vouliez apporter une réponse sur les précédents propos de monsieur Bonnecarrère, monsieur Cabrolier. Oui, je voulais dire que je suis souvent intervenu aussi pour les entreprises locales. J'ai été saisi, et ça a été ma première intervention dans l'hémicycle, par les problèmes d'énergie, les entreprises notamment ce qu'on appelle électro-intensives, et notamment par les salaisons de Lacaune et par les granitiers, moi aussi. Et ma première intervention a été de dire au gouvernement que leurs mesures étaient mal calibrées. Donc je me suis saisi, et j'en parlerai aussi en conclusion, de pas mal de problématiques. Mais encore une fois, je pense, moi, que ce qui fera du bien aux granitiers, ce qui fera du bien aux salaisons, c'est une bonne politique nationale également, et ça n'a pas été le cas de ce gouvernement. Très bien, pour clore ce thème, peut-être une question que les auditeurs se posent aussi. Vos mesures locales, économiques, comment est-ce qu'on les finance ? Alors d'abord, le paradoxe, c'est qu'il y a aujourd'hui dans la société française beaucoup d'énergie. Je suis frappé par le décalage. Lorsque je vois un chef d'entreprise, un artisan, un agriculteur, chacun a un projet d'investissement. Donc il y a un potentiel important. C'est lorsque l'on passe au niveau collectif qu'il y a des difficultés. Mais pour répondre à votre question, la réponse est à mon avis dans la capacité de notre pays à dégager des moyens dans l'investissement. Et quand j'écoutais tout à l'heure M. Cabrolier expliquer tout l'intérêt des réductions de TVA sur l'énergie, en fait, ça coûte très cher. Bon, au-delà du fait de savoir si c'est possible, c'est secondaire. En fait, c'est comme si vous brûlez des allumettes pour vous chauffer. Ça vous chauffe quelques secondes ou quelques minutes, mais après, c'est terminé. Tout l'enjeu, c'est de réutiliser les marges de manœuvre de notre pays
pour l'investissement, à travers cela, dégager de l'activité. Donc je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dépensier sur le plan public. Par contre, je souhaite qu'on se reconcentre sur les éléments d'investissement. C'est le meilleur moyen, à terme, d'aider nos concitoyens, de favoriser leur pouvoir d'achat. Et M. Cabrolier, vive l'investissement, vive la croissance. Vous proposez de baisser la TVA, c'est le premier poste de recette de l'État. Comment vous compensez ? Attention, une baisse de taux de la TVA, comme on le demande, comme on va le faire, c'est pas forcément une baisse du produit de cet impôt. On a l'exemple de l'impôt. Alors, sur la TVA des produits de première nécessité. Le but, c'est aussi, en laissant de l'oxygène à nos concitoyens, de relancer, vous avez parlé d'économie, relancer mécaniquement l'économie. Et on a l'exemple de l'IS. Nous, on a soutenu ce qu'a fait M. Macron et on est pour la baisse des impôts de production, notamment de l'IS, qui a été baissé en 2017 de 33% et en 2022, on est à 25%. On s'est rapproché de la moyenne nationale. Eh bien, le produit, malgré cette baisse de taux, de l'impôt sur les sociétés, a augmenté entre 2017 et 2023 de 33%. Oui, M. Cabrolier, nous sommes d'accord, vous êtes le seul candidat macroniste dans ce débat. Non, ben je reconnais, moi je suis quelqu'un d'honnête, je reconnais quand il y a des choses, et c'est dans notre programme de baisser les impôts de production pour les entreprises. Pour terminer... Oui, mais je fais un appel, de toute façon, aux électeurs macronistes, ça c'est clair. Pour terminer ce thème du pouvoir d'achat... Enfin, il l'a dit, il l'a reconnu. Monsieur Bonnecarrère, vous êtes 1 minute en retard. Pour terminer ce pouvoir d'achat, peut-être d'autres mesures sur ce thème ? On pourra sur les thèmes suivants rééquilibrer, il n'y a pas de difficulté. Pas de souci. J'en suis pas compté les secondes à Monsieur Cabrolier et je comprends qu'il ait besoin de quelques secondes de plus pour s'exprimer. On va donc passer tout de suite au deuxième thème de cette soirée, messieurs, la sécurité. Je vais commencer par vous, Monsieur Bonnecarrère, pour rattraper un petit peu, comme vous êtes derrière sur le temps, avec une question simple. Est-ce qu'on est en insécurité aujourd'hui dans le Tarn ? Alors, si l'on en croit CNews, BFM TV, c'est-à-dire les télévisions d'information continue, qui, chaque matin, vous expliquent qu'il y a eu une inondation en Malaisie, au Pérou, qu'il y a eu un meurtre à Berlin, à Londres, ou des attaques au couteau, je ne sais trop où, la réponse est oui. Ceci étant, si je reviens à notre département, il est probable que la sécurité n'est jamais suffisante. Je pense qu'il y a quand même un combat important qui est mené sur ce terrain. Et peut-être vous dire que la sécurité, pour moi, c'est un sujet global. C'est un sujet de police, c'est un sujet de gendarmerie, c'est un sujet de justice, c'est un sujet de défense. C'est l'ensemble de ces composantes qui permettent à une société de se protéger. Et que les choses soient très claires, je considère qu'une société doit se protéger, qu'elle a des frontières. Je rappelle d'ailleurs que l'idée qu'un pays a des obligations en termes d'ordre public, c'est un principe constitutionnel. Donc que ce soit sur le terrain de la police, de la gendarmerie, de la justice ou de la défense, autorisez-moi à être un défenseur inébranlable de tout ce qui relève de l'ordre républicain. Alors, très concrètement, en 2-3 mesures. Alors, premièrement, je voudrais dire qu'il faut arrêter de vouloir faire des lois nouvelles. Montaigne disait que notre pays a plus de lois que tout le reste du monde. Donc, je pense qu'il ne faut pas en abuser. Je pense que d'abord, c'est des questions d'efficacité. Donc, très concrètement, sur le terrain de la police, je crois effectivement que nous avons des problèmes de confiance à exprimer à Naël, et je voudrais exprimer en la police ma confiance la plus complète. Sur la gendarmerie, je pense que le travail est actuellement fait. J'ai contribué à l'idée de créer 2 brigades de gendarmerie supplémentaires, l'une à Brassac, l'autre à Carlus. Sur la justice, pour aller très vite, je pense que nous avons essentiellement des problèmes de mise en œuvre. Nous avons des problèmes de justice du quotidien, qui est celle qui agace nos concitoyens, le fait que les gens ne soient pas jugés suffisamment rapidement, que le système peine à traiter. Donc je crois que c'est plus des questions de qualité de mise en œuvre. Sur le terrain de la défense, un officier de réserve ayant, je crois comme vous, une formation militaire heureusement assez importante, je suis quand même très attaché à ces enjeux. On est dans une situation géopolitique complexe et il me paraît effectivement nécessaire de mener à bien la montée en puissance de ce que nous appelons la loi de programmation militaire, c'est-à-dire le doublement dans les 5 ans de notre budget de défense. Monsieur Cabrolier, au niveau du Rassemblement national, 2 grandes mesures, je dirais retour des peines planchées, suppression des allocations pour les parents d'enfants récidivistes.
Alors, déjà, je vois que M. Bonnecarrère minimise, parle de l'étranger Non, quand il parle d'insécurité. Non. La réalité de l'insécurité en France, c'est 120 attaques au couteau par jour. Ça, c'est pas en Indonésie ou je ne sais où. C'est les homicides volontaires qui ont dépassé pour la première fois en 2023 1000 homicides volontaires sur l'année. Donc, effectivement, et je reprends une des mesures, en tout cas, ce dont vous avez parlé, c'est que nous, là, déjà, la priorité, ça sera de soutenir nos forces de l'ordre. Donc on va instaurer la présomption de légitime défense pour nos forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'on va inverser la charge de la preuve quand il y a un grave incident. Ça sera à la victime de prouver que le policier a eu tort et non pas l'inverse. Monsieur Bonnecarrère, aujourd'hui, je ne sais pas comment vous réagissez quand vous êtes soutenu donc par le Nouveau Front Populaire, avec le NPA de Monsieur Poutou qui considère que c'est bien d'attaquer les commissariats parce que ça fait des beaux feux d'artifice, avec la France Insoumise qui considère que la police tue, et avec un ministre de l'Intérieur de Monsieur Macron que vous avez soutenu en 2017, le Premier ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, qui était prêt à mettre un genou à terre pour faire repentance par rapport aux violences policières. Vous nous répondrez peut-être. La deuxième mesure, vous l'avez dit, c'est de suspendre les allocations familiales pour les familles de mineurs délinquants multirécidivistes. Il y a aussi dans... Juste, est-ce que constitutionnellement, ça passe ? Ah, écoutez, toutes nos mesures sont soit, si on les écoute, les adversaires, soit inapplicables, soit constitutionnellement, ça passerait pas. Alors, si Jordan Bardella, on a des juristes aussi chez nous. Moi, je suis de formation scientifique, je suis plus à l'aise avec les chiffres, c'est vrai. Monsieur Bonnecarrère l'est certainement plus sur le domaine juridique, mais on a des gens tout à fait pointus en la matière. S'il a annoncé que rapidement, la première mesure, ça serait la suspension des allocations familiales pour les familles de mineurs délinquants récidivistes, c'est que c'est possible. Faites-nous confiance, à un moment il va falloir, et je pense que le peuple, lui, le fait, nous faire confiance. Je voudrais parler quand même, dans la délinquance, parce que ça pose problème, j'ai vu notamment à Bordeaux, des MNA, des mineurs non accompagnés, qui coûtent 50 000 € à la collectivité par an. On a du mal à maîtriser ce problème de mineurs non accompagnés, qui sont d'ailleurs souvent pas mineurs, et qui sont rarement non accompagnés, qui sont souvent en groupe. Donc il va falloir également traiter cela. Et du coup, je fais le lien avec l'immigration, parce que nous faisons le lien avec l'immigration. Les chiffres sont là. À Paris, la moitié de la délinquance à Paris est due à des étrangers, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la nationalité française, je le rappelle. Et 70% des vols avec violence sont dus également à des étrangers. Donc on va rétablir la double peine, c'est-à-dire l'expulsion des délinquants étrangers. D'ailleurs, dans les prisons, à la fin de leur peine, il y a 25% de détenus qui sont étrangers. Ça va faire de la place. Nous allons les expulser à la fin de leur peine. Ça va faire de la place d'ailleurs dans les prisons. Et surtout, et je terminerai par là, j'aurais fait un peu le tour, et M. Bonnecarrère pourra peut-être me répondre, la préférence nationale pour les aides sociales, parce que c'est un véritable appel d'air pour l'immigration. Et je rappelle que la loi immigration que M. Bonnecarrère a votée comme moi, introduisait, et on l'a voté, parce qu'elle introduisait pour la première fois la préférence nationale dans des aides sociales. C'était les allocations familiales, c'était l'allocation personnalisée d'autonomie, et c'était l'APL. Si il y avait une différence entre les étrangers et les Français, M. Bonnecarrère, puisqu'il fallait que pour un étranger hors Union européenne, pour qu'il touche ces aides-là, il réside en France depuis 5 ans. C'est exactement, figurez-vous, ce que demande le Rassemblement national. Merci, c'est ce qu'on appelle la préférence nationale. Donc a priori, vous êtes pour la préférence nationale, M. Bonnecarrère. De M. Bonnecarrère. Je voudrais d'abord dire que le sujet de la sécurité de nos concitoyens, c'est un sujet trop important pour ajouter de l'émotion. J'ai écouté bien sûr la litanie de chiffres. L'émotion, c'est de la réalité. La litanie, non, mais c'est comment on fait. La question, Monsieur Cabrolier, n'est pas de dénoncer ou d'exprimer les inquiétudes de nos concitoyens. Nous les entendons les uns les autres. Les inquiétudes, Monsieur Cabrolier, ne sont pas destinées à être exploitées. Elles sont destinées à nous permettre de trouver des solutions. Et si je puis faire référence quelques secondes à mon travail de parlementaire, quand on évoque le sujet de police, si vous voulez aujourd'hui avoir une enquête réussie, vous avez un élément qui est essentiel. Beaucoup de travail de la police passe tout simplement par ce qu'on appelle les données de connexion, c'est-à-dire tout simplement les mobiles, savoir qui était là à tel endroit, qui a fait quoi. Je travaille sur un sujet
sur ce sujet depuis longtemps, puisque nous avons aujourd'hui des difficultés pour obtenir ce qu'on appelle la conservation généralisée des données de connexion, c'est mon travail. Quand on évoque le sujet de justice, j'ai été rapporteur du texte Confiance dans la justice. J'ai donc porté ces opérations destinées à donner à nos magistrats et à nos policiers, à nos gendarmes, plus de moyens. Lorsque l'on évoque également la manière dont la justice répond aux besoins de nos concitoyens, je fais partie de ceux qui ont porté une loi de programmation pour la justice. Parce que le sujet n'est pas tant la question des peines planchées. Bon, monsieur le journaliste vous a interrogé là-dessus en vous demandant si c'était constitutionnel. La réponse est déjà connue. Le Conseil constitutionnel a déjà examiné cela et a dit que ce n'était constitutionnel qu'à la possibilité au regard de la possibilité du magistrat de pouvoir, par une décision motivée, prononcer une peine moindre. Donc ça reste toujours à l'appréciation des magistrats. Mais sur le fond, lorsqu'on veut bien regarder la réalité, les sanctions qui sont prononcées dans notre pays sont importantes, probablement plus que dans les autres pays. Nous sommes le pays qui a le plus de lois pénales. Nous sommes le pays qui a l'échelle de peine probablement le plus élevée. Notre difficulté, c'est une difficulté de terrain dans la mise en œuvre, c'est-à-dire que nous manquons de magistrats, ce qui est en train d'être résolu. Ce sont nos délais de décision qui sont trop importants. Ce que ne comprennent pas nos concitoyens, et je partage totalement alors ce sentiment, c'est la perception d'une impunité quand quelqu'un va être jugé 2 ans après. Ça, ce n'est pas possible. Et ça, c'est un travail qui n'est pas un travail de loi, c'est un travail de mise en œuvre, de qualité d'exécution du travail de la justice, comme nos concitoyens ne comprennent pas qu'entre une décision de condamnation et sa mise à exécution, il y ait un délai. Ça, c'est le travail que j'effectue au Parlement pour améliorer ces questions. C'est la meilleure manière, à mon avis, de donner une réponse précise. Quant au sujet migratoire, j'assume complètement le travail que j'ai réalisé là-dessus, puisque vous avez souligné que j'ai été rapporteur de ce texte. Ce texte ne comprenait pas d'éléments de préférence nationale. C'est un texte qui précisait que les allocations dites non contributives, c'est-à-dire celles qui ne sont pas liées au travail de quelqu'un, ne pouvaient être accordées qu'à l'expiration d'un certain délai. On sait ce qu'en a dit le Conseil constitutionnel. Pour moi, sur ce sujet, l'élément essentiel, c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner à nos concitoyens, c'est étant 2 éléments. Premièrement, se dire que sur les questions migratoires, il faut toujours avoir en tête les questions d'intégration. Notre société n'intègre pas assez bien et derrière nous avons des sujets. Pour moi, c'est un élément très important. Et sur la protection des frontières, qui est légitime, je ne fais pas partie des gens qui sont des no-borders. Je pense que la solution qui a été retenue par l'Union européenne est loin d'être sotte, c'est-à-dire de considérer que sur ce qu'on appelle les frontières extérieures de l'Union, la France n'attaque pas, puisque nous n'avons en réalité que les aéroports et les ports. L'idée, c'est que que les personnes qui accèdent aux frontières extérieures de l'Union font leur demande d'asile à cet endroit-là, ne font pas l'objet d'une admission, et si effectivement la réponse est négative, il y a une non-admission. Je pense que là, on a quelque chose qui tient la route, qui est efficace. Merci, Monsieur Bonnecarrère. Juste un point sur les temps. Vous êtes à 13 minutes, Monsieur Cabrolier, à 11 minutes 10. Pour terminer ce thème, vous avez la parole. Oui, Monsieur Bonnecarrère, j'ai parlé des aides non contributives en parlant de l'aide au logement, de la location personnalisée d'autonomie et de la location familiale. Je vous signale donc, comme je l'ai dit, il y avait des conditions plus drastiques, et vous en conviendrez. C'est ce qu'on appelle, nous, la préférence nationale. D'ailleurs, la préférence nationale existe déjà dans une aide sociale qui est le RSA, puisque là aussi, il faut avoir résidé 5 ans pour un étranger hors Union européenne pour toucher le RSA. Vous confondez les délais d'obtention, vous mélangez des sujets qui n'ont rien à voir. La préférence nationale pour nous, c'est de distinguer les Français des étrangers, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la nationalité française. C'est pas autre chose, Monsieur Bonnecarrère. Et regardez notre programme de 2022, c'était exactement cela. Sur les aides sociales. Vous dites ce qu'en a dit le Conseil constitutionnel. On pourrait dire beaucoup de choses sur le Conseil constitutionnel qui vient de accorder l'aide juridictionnelle aux étrangers rentrés illégalement, c'est-à-dire les Français vont payer pour les étrangers rentrés illégalement. Mais vous disiez pas ça. Vous offusquiez avec Monsieur Marseille, un autre sénateur, dans le journal L'Opinion, du fait que le président Macron, et c'était une première,
vous disiez, on voyait l'exécutif, au mépris de la séparation des pouvoirs, saisir lui-même le Conseil constitutionnel sur une loi que sa majorité, quasi-majorité, a voté, et vous disiez que c'était quasi un coup d'État, et vous en offusquiez. Aujourd'hui, vous avez l'air de dire, regardez, le Conseil constitutionnel a retoqué ces dispositions. Donc moi, je vous dis, vous étiez vent debout contre cela hier, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous en réjouissez. Dernière chose sur le pacte des migrations, puisque vous avez parlé d'Europe, vous avez, d'ailleurs, vous êtes très européiste, c'est une différence avec nous. Je crois avec nous et moi. C'est vrai. Effectivement. Vous considérez qu'il y a la souveraineté européenne, vous l'avez dit dans votre vidéo, dans une vidéo, est égale à la souveraineté française. Nous, on considère la seule souveraineté qui vaille, c'est la souveraineté française parce que c'est le peuple qui est souverain. Et donc, vous êtes certainement favorable au pacte des migrations. Nous, nous sommes opposés au pacte des migrations qui oblige les pays à prendre leur part dans l'immigration illégale qui arrive soit à Lampedusa, soit en Espagne, en contrepartie, sinon, d'amendes par migrants non pris. Et ça, je trouve ça scandaleux. Les Français ne veulent plus d'immigration, Monsieur Bonnecarrère. Ça, vous ne l'avez pas compris, c'est un des grands enseignements d'ailleurs de cette élection. On ne dit pas qu'il faut de l'immigration zéro, mais il faut la réduire drastiquement, et c'est ce que nous ferons pour la première fois depuis 40 ans, depuis Mitterrand, si nous arrivons au pouvoir. Merci Monsieur Cabrolier. Est-ce que vous m'accordez quelques secondes de réponse? On va juste partir. Moi, je vous les accorde, Monsieur Bonnecarrère. On va juste partir en publicité. On revient dans quelques minutes sur 100% pour la suite et la fin de notre soirée législative débat sur notre antenne.